Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Maison d'intelligence artificielle de nous recevoir, à Sophia Antipolis, pour cette cinquième étape du Tour de France de la stratégie d'accélération santé numérique en partenariat avec Genius. Cinquième étape durant laquelle nous aborderons la thématique de la fracture numérique sur la table ronde qui suivra. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble d'entre vous pour vous être connectés et participer à ce Tour de France qui mobilise l'ensemble de l'écosystème en région pour promouvoir les initiatives, mais également pour pouvoir vous informer sur la stratégie d'accélération santé numérique, échanger avec l'ensemble des porteurs de projets. Je tiens particulièrement à remercier bien sûr la Maison d'intelligence artificielle pour leur accueil, pour ces super locaux et les moyens mis à disposition pour la retransmission de cette table ronde. Également remercier bien sûr l'Agence régionale de santé, ainsi que le GRAD Innovation et Santé, ainsi que bien sûr l'assurance maladie pour l'organisation de cette table ronde. Remercier également l'ensemble des partenaires régionaux de l'accompagnement de l'innovation en santé, pôle de compétitivité, cluster, DRETS, DRARI, rectorat académique région pour également les visites et l'organisation de cette étape. On va pouvoir passer à la première partie de cette matinée. Il y aura deux parties, une partie présentation de la stratégie d'accélération et ensuite il y aura la table ronde sur inclusion numérique, fracture numérique. Je suis David Sinati, je suis coordinateur interministériel de la stratégie d'accélération santé numérique, directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Oui, c'est un titre qui est très long. Je suis accompagné de mes collègues qui modéreront cette table ronde et qui se présenteront et présenteront les orateurs ensuite. Donc je vais tout d'abord vous présenter la stratégie nationale du numérique en santé. Alors, pour la probablement 151e fois, vous allez peut-être assister à la présentation de cette belle maison. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la première fois et c'est tant mieux. Cette maison résume la stratégie nationale du numérique en santé avec l'ensemble des services, des référentiels socles, des plateformes et des programmes qui ponctuent notre quotidien au sein, bien sûr, de la DNS, mais l'Agence numérique en santé, les ARS, l'ensemble des acteurs, assurance maladie, CNSA, et l'ensemble des partenaires du numérique en santé qui font que le numérique en santé est une réalité. Alors, cette maison, vous voyez, a différents programmes sur le côté à droite. Vous avez le Ségur, notamment, du numérique en santé, qui se situe au niveau des services et référentiels socles. Et vous avez la stratégie d'accélération santé numérique qui est au niveau des nuages, avec toutes les actions en faveur de l'innovation. Je résume rapidement, mais vous voyez qu'au milieu, il y a mon espace santé, qui est la pierre angulaire de la feuille de route du numérique en santé, et dont vous avez probablement entendu parler. Si ce n'est pas le cas, vous allez en entendre parler aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas encore ouvert mon espace santé, je vous invite à le faire, monespacesanté.fr, pour pouvoir savoir de quoi nous allons ensuite parler. Cette feuille de route se décline en différents plans nationaux gouvernementaux sur le numérique en santé. La feuille de route du numérique en santé dont je parlais, impulsée par la DNS qui est ici en vert. Aussi également le Ségur du numérique en santé, qui est l'accélération, si vous voulez, de cette feuille de route avec 2 milliards d'euros alloués au numérique en santé et à son déploiement, pour faire en sorte que les échanges de données entre professionnels de santé autour du patient se fassent de manière fluide et sécurisée. Paris Santé Campus, également un programme interministériel qui vise à faire émerger une filière du numérique en santé et avoir un lieu emblématique parisien, mais également en partenariat avec les acteurs régionaux. Et vous voyez la stratégie d'accélération en dessous, en rose, qui est la déclinaison santé numérique du plan France 2030, qui alloue plus de 7,5 milliards d'euros au domaine de la santé au sens large. Et sur le numérique en santé, nous avons un budget de 650 millions d'euros, 35 actions, 5 axes que je vous présente immédiatement dans la slide suivante. Cette stratégie d'accélération a été co-conçue avec l'ensemble de l'écosystème lors d'une vaste consultation publique et ainsi que des entretiens qualitatifs. C'est une stratégie qui est interministérielle, c'est important de le souligner, qui associe l'ensemble des ministères, donc le ministère des Solidarités et de la Santé, bien entendu, qui coordonne la stratégie, mais aussi le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le secrétariat général pour l'investissement, un des services du Premier ministre. Cette stratégie est vraiment une stratégie inédite, puisqu'interministérielle, mais également dotée d'un budget important, comme je le signalais. Ces différents axes que vous voyez, donc on commence par la formation, qui est un axe majeur de la stratégie d'accélération, faire en sorte que l'ensemble
l'ensemble des acteurs, des citoyens, des professionnels de santé soient davantage confiants et utilisent les outils. Et on reviendra sur les sujets fracture numérique ensuite qui sont l'objet de la table ronde. Deuxième axe, la partie recherche, avec un programme de recherche que nous lançons prochainement doté de 60 millions d'euros, piloté par l'INSERM et l'INERIA, qui abordera nos sujets de recherche autour de l'exploitation des données et des futures technologies clés en santé numérique. Troisième axe, la maturation avec différents appels à projets sur des thématiques importantes de la stratégie que sont par exemple l'imagerie interventionnelle avec des appels à projets dotés d'environ 100 millions d'euros sur 5 ans, une thématique sur la santé mentale qui est une des priorités de cette stratégie d'accélération, sur l'accessibilité de la télésanté ainsi que les dispositifs médicaux numériques. Quatrième axe, l'axe évaluation et expérimentation. On sait que sur la santé numérique, il est important d'apporter la preuve du bénéfice médical et médico-économique de ces services afin que les professionnels de santé puissent les utiliser et les prescrire en toute quiétude et que les patients puissent apprécier la valeur ajoutée de ces dispositifs. Pour ça, il faut mener des évaluations cliniques qui peuvent être des évaluations qui peuvent être lourdes. Et nous mettons notamment en place un dispositif, l'appel à projet évaluation, qui est doté de 100 millions d'euros dans la continuité du grand défi IA et santé qui pérennise le dispositif IA et santé qui préexistait, qui vise à financer, à cofinancer les évaluations cliniques de dispositifs médicaux numériques embarquant ou non de l'intelligence artificielle. 100 millions d'euros sur 5 ans. C'est un appel à projet annuel, donc 20 millions d'euros par an sont alloués à ce cofinancement. La première vague de cette année est clôturée, la prochaine sera réouverte après l'été, donc préparez-vous. Vous pouvez d'ores et déjà contacter vos pôles de compétitivité, les DRETS, pour vous accompagner dans la préparation à la réponse de ce futur appel à projet. Également, notre appel à projet emblématique est l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation, qui est un appel à projet doté de 63 millions d'euros, qui vise à créer des terrains d'expérimentation pour que vous puissiez tester vos solutions en grandeur nature dans les organisations de soins. Cinquième axe, et le dernier, et après je m'arrête dans le détail de cette stratégie. Le dernier axe vise à favoriser le déploiement en grande échelle des services numériques en santé, avec notamment une action qui est Genius, notre portail à destination des entrepreneurs, et également la facilitation de l'accès au remboursement. Je vais passer maintenant à une slide un peu plus promotionnelle sur Genius, qui organise ce Tour de France. Genius est le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. C'est le portail à destination de l'ensemble des porteurs de projets, notamment des start-upers, mais pas que, qui ne connaissent pas l'ensemble de l'écosystème et qui débarquent et qui disent « mais non, mais c'est pas possible, il y a une telle marche à franchir sur la santé numérique, il y a un tel nombre d'acteurs sur ce secteur, il y a des appels à projets dans tous les sens, il y a de la réglementation dans tous les sens ». Genius vous aide à y voir plus clair, à colliger l'ensemble des activités des différents partenaires institutionnels du numérique en santé, dont vous voyez les logos apparaître, ANS, ANSM, Assurance Maladie, BPI, CNIL, Ministère de l'Économie, HAS, French Tech, Paris Santé Campus. Ensemble, nous parlons d'une seule et même voix pour vous faciliter la vie, décrypter avec vous la réglementation. Donc, on vous offre des services de type pas à pas pour que vous puissiez prendre connaissance et anticiper la réglementation au plus profond de vos services dès le début. Également des sujets autour de parcours guidés thématiques, notamment en vue du référencement de votre service dans Mon Espace Santé. Vous savez que Mon Espace Santé sera doté d'un catalogue de services auquel vous pouvez d'ores et déjà postuler pour que votre service soit référencé dans ce store. Genius vous accompagne d'ores et déjà dans le parcours pour que vous soyez prêt pour être référencé. Et bien sûr, nous abordons également tous les sujets de financement. Vous retrouvez sur Genius l'entièreté de la stratégie d'accélération santé numérique, donc les 35 actions, les appels à projets lancés ou clôturés. Vous retrouvez également l'ensemble des événements de la santé numérique. Vous pouvez vous abonner au podcast et suivre la page LinkedIn. Voilà. Également un petit point sur le Tour de France qui nous anime aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes à la rencontre. Votre rencontre aujourd'hui à Nice. Le Tour de France de la stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est pour vous informer sur la stratégie d'accélération, pour vous présenter les différents appels et actions de la stratégie d'accélération, mais aussi partager, rencontrer, corriger le tir quand il le faut sur la stratégie, les futures actions, anticiper les nouveautés, mais également valoriser les porteurs de projets dans les différentes thématiques qui nous animent. Et vous voyez afficher maintenant la carte de France avec les différentes localités sur lesquelles nous nous rendons. Nous sommes aujourd'hui chez vous à Marseille, Sophia Antipolis, Nice, et nous sommes déjà allés, comme vous voyez, à Montpellier, à Bordeaux, à Grenoble, à Paris. Nous irons ensuite à Rennes, Lille, Strasbourg et Saint-Denis-de-la Réunion pour la suite du Tour de France. Nous sommes qu'à la moitié de ce tour, qui, je le rappelle, est dans son premier semestre. Pour vous qui nous écoutez et qui voyez votre région n'est pas marquée d'une petite croix, vous inquiétez pas, nous viendrons à votre rencontre incessamment sous peu. Voilà, merci à vous, je laisse la parole au modérateur.
Merci beaucoup David. On va passer à cette table ronde. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui à la Maison de l'Intelligence Artificielle à Sofia. Avant de laisser la parole à Marianne pour la présentation des invités, juste un petit mot sur la DNS et sur nos projets autour de l'inclusion numérique. Donc, déjà pour nous présenter, donc Pierre Dubreuil, je suis directeur de projet à la délégation au numérique en santé, donc au ministère de la Santé, et je suis avec du coup Marianne Billard, également directrice de projet à la délégation du numérique en santé sur les sujets d'inclusion numérique. Donc l'inclusion numérique, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, notamment avec la sortie de Mon Espace Santé, qui est vraiment l'occasion et aussi indispensable pour faire émerger les usages autour de Mon Espace Santé et faire en sorte que ce soit un outil vraiment utile au plus grand nombre. Donc voilà, merci à tous d'être ici et je laisse la parole à Marianne. Bonjour à tous. Je me joins évidemment au remerciement de Pierre pour votre présence à tous. Je pense que ce qui nous tenait particulièrement à cœur aujourd'hui, c'était d'avoir une table ronde qui soit la plus représentative et la plus complète possible sur les sujets de l'inclusion numérique. Et ce qui a fait plaisir, c'est que dès le début, plusieurs intervenants nous ont dit « mais on ne s'est jamais rencontrés ». Donc pour nous, déjà, cette case est cochée. On s'est dit ça part plutôt sur de bonnes bases. On va rappeler donc, le contexte, comme l'a fait Pierre. Effectivement, le numérique en santé, aujourd'hui, on a une thématique d'usage qui est plus qu'émergente, qui devient urgente, avec une mise en lumière qui a été très forte donc post-confinement, puisqu'aujourd'hui nous avons donc 13 millions de Français qui sont fracturés du numérique. C'est toujours le grand chiffre qu'on martèle systématiquement à chacune des conférences. Pour donner un petit peu un prisme très santé là-dessus, avant le confinement, c'était 0,04% des consultations qui avaient lieu en ligne. On est passé aujourd'hui à 4%. Donc il y a eu quand même un bond sacrément fort. Donc au-delà des usages qui se sont modifiés de la part des patients et des usagers, il y a aussi eu des services numériques qui ont émergé de la part de l'État, avec notamment l'arrivée de Mon Espace Santé. On va laisser du coup les différents intervenants donc à la fois se présenter. Je vais le faire rapidement dans l'ordre d'apparition. Au plus proche de Pierre, vous avez Marianne Beaufils, qui est de la Banque des Territoires chargée de projet. Nous avons ensuite à sa gauche, pour vous j'imagine, Stéphane Delahaye, président du Hub du Sud. Nous avons ensuite Thomas Roux, qui est coordinateur PACA pour France Asso Santé. Nous avons ensuite Antonin Fordaran, qui est chargé de projet auprès du programme France Service. Et tout de suite sur ma droite, nous avons Ludovic Ruas, qui est animateur territorial, enfin je crois que c'est départemental, du Var. Du coup, on va débuter avec une première question qui est à tous, qui va s'articuler autour du constat aujourd'hui, autour des usages du numérique en santé. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans vos activités quotidiennes? Quelle place ça a pris? Et un peu quel focus et éclairage vous pouvez nous donner? Donc, je sais que Stéphane Delahaye a réalisé une enquête état des lieux sur les questions d'usage aujourd'hui du numérique plus largement, et avec notamment un prisme autour de la région niçoise. Est-ce qu'il serait possible, du coup, de revenir un petit peu sur les enseignements de cette enquête que vous avez pu réaliser? Oui. Au-delà effectivement de la région niçoise. Donc le Hub du Sud, c'est le regroupement régional des acteurs de la médiation numérique qui concerne notamment les questions d'inclusion numérique. Et il y a plusieurs hubs en France et qui ont été initiés et soutenus par la Banque des Territoires notamment. Sur la question de la santé, peut-être revenir sur la question de la fracture numérique. Depuis une vingtaine d'années qu'on a ouvert ce chantier des médiations numériques, on se rend compte qu'en fait le singulier ne correspond plus. Ce n'est pas la fracture numérique. La fracture numérique initiale, c'était celle de l'accès. On avait des difficultés d'accéder au matériel, d'accéder à la connexion. En fait, on a des fractures générationnelles, des fractures géographiques, des fractures technologiques, cognitives, des fractures liées au handicap, liées aux générations. Voilà. Donc on a toutes sortes de fractures et qui se combinent entre elles et qui se combinent maintenant à une autre difficulté qui est la fracture administrative aussi. Et notamment, Ludovic en parlera bien mieux que moi, à travers des espaces comme France Service. Ce qu'on voit aussi sur la question des usages et dans les lieux de médiation numérique qui relèvent en fait historiquement plutôt des pratiques de l'éducation populaire
On n'est pas juste des plateformes de services qui donnent accès à la technologie. Derrière, on a bien un travail de médiation, d'accompagnement, d'animation. Et oui, bien entendu, il faut rendre service. Bien entendu, il faut assister, accompagner. Mais derrière, la question de la santé et du numérique ouvre des champs beaucoup plus larges, et c'est ce qu'on constate dans les lieux. Par exemple, on va avoir des questions, je voyais tout à l'heure sur le schéma de la maison, le Health Data Hub, voilà, on a eu des lieux qui ont travaillé la question de la polémique qui avait eu lieu il y a quelques mois de ça sur l'hébergement du Health Data Hub. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça ouvre d'autres sujets comme la question de la souveraineté numérique. Voilà, un sujet comme celui de la santé, en fait, ouvre à beaucoup d'autres sujets. On va avoir la question du quantified self, la question, pourquoi pas du transhumanisme, la question dans les Fab Labs, puisqu'on a beaucoup de lieux qui sont aussi des Fab Labs. Là, j'ai vu plusieurs exemples ici. On va pouvoir travailler, par exemple, à la création de capteurs de la qualité de l'air, par exemple. Va se poser aussi la question de l'accès pour les personnes en situation de handicap au numérique. Donc tout ça, en fait, on voit que la santé numérique, en fait, c'est beaucoup plus large que les seules questions d'accès à des services qui sont nécessaires, hein, bien entendu, comme accéder à une plateforme comme Amélie, etc., ce que font notamment les France Services. Mais ça ouvre derrière beaucoup d'autres questions en termes d'usage. La question de la cybersécurité aussi, qui est aussi une question traitée au niveau interministériel. Voilà, on a une dizaine de jours de ça, il y a 1 demi-million de comptes qui ont fuité. Voilà, c'est quoi? Est-ce que je peux vérifier si mon compte a été éventuellement mis en fuite? Comment je me sécurise? Comment je génère un mot de passe, etc. Donc voilà, donc la question de l'inclusion numérique. En fait, souvent, on représente l'inclusion numérique comme juste une dimension servicielle. En fait, non, derrière, c'est un véritable travail d'éducation populaire au numérique. Il faut comprendre pour permettre aux usagers en fait, d'être véritablement acteurs, tout simplement, de leur vie numérique, et pas juste subir un environnement numérique qui parfois relève un peu de l'injonction. Merci beaucoup. C'est un excellent plaidoyer, je pense, qu'on répercutera aussi auprès de nos collègues, donc de l'inclusion numérique à l'éducation populaire au numérique. Je pense que c'est une phrase que je me permettrai de réutiliser. Du coup, merci pour cet éclairage donc, très, très macro des gros enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Je sais que Thomas Roux, lui aussi, a réalisé donc, une enquête qui va beaucoup aussi tourner autour des enjeux éthiques qui, finalement, sont intimement liés toujours au sujet numérique en santé. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les différents résultats ? Oui, merci déjà de nous avoir conviés à cette table ronde. Alors, au sein de France Asso Santé, on est allé sur le terrain, aller rencontrer les usagers et puis leur poser des questions sur leurs usages du numérique, savoir un petit peu donc, au niveau de la France, au niveau du national. Et on s'est aperçu qu'au niveau de leur usage du numérique, 88% en fait, des Français utilisent au moins un service numérique en santé. Donc on voit déjà que ils sont familiers à cet usage, mais il y a seulement un usager sur 4 qui estime connaître en fait leurs droits sur leurs données de santé. Donc on voit que ça peut amener un frein aussi sur cette question-là. Et 30% auront recours à de la téléconsultation contre 7% avant le confinement. Donc en fait, on a pu voir aussi que historiquement, le DMP avait une forte notoriété, mais qui était peu utilisé. Utilisé parce que, pour 3 raisons, méconnaissance parfois de l'accès, manque de participation des professionnels, et puis aussi, en conséquence, une incompréhension de son utilité. Au niveau de mon espace santé, le retour est quand même assez positif. Il y a 77% des Français qui acceptent l'ouverture automatique, 82% qui pensent que ça va faciliter leur parcours de santé. Mais justement, pour revenir sur tout ce qui est inégalité, 74% des Français pensent que ça peut être source de nouvelles inégalités pour les plus éloignés du numérique. Donc vraiment, notre point de vigilance, voilà, il se situe sur ce point-là. Et en PACA, c'est une thématique qui est très importante pour nous. Et on a justement fait une enquête l'année dernière auprès de 600 habitants de notre région PACA. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment une franche opposition au numérique en santé. C'est plutôt, on va dire, un manque d'automatisme. Les habitants de la région ne vont pas systématiquement prendre rendez-vous avec leurs professionnels sur Internet. Ils préfèrent décrocher leur téléphone.
mais ils ne sont pas opposés. Ils restent quand même assez vigilants, sous condition, ils sont favorables, voilà, mais vigilants. Et ce qui est intéressant de soulever, c'est qu'en PACA, on a pu voir que les téléconsultations sont un peu boudées. On n'a qu'une personne sur 10 qui a déjà eu un rendez-vous médical en téléconsultation, et que là, c'est un point de vigilance dont on a déjà parlé avec l'Agence régionale de santé, c'est qu'une personne sur 10 a déjà annulé ou reporté un soin parce qu'on lui a demandé de prendre rendez-vous sur une plateforme ou de passer par de la téléconsultation. Donc nous, nos points d'attention et de vigilance, voilà, ils se portent sur ces points-là. Après plus de 2 ans de crise sanitaire, c'est vrai qu'on a été contraint, ou on est rentré dans cette accélération de l'usage du numérique en santé. Mais maintenant que la situation redevient normale, il va falloir leur trouver leur vraie place dans nos parcours. Et donc je pense que c'est important de prendre un peu de recul et de voir comment on peut les intégrer au mieux dans nos parcours, avec toujours des inquiétudes sur la déshumanisation de la médecine, ou encore tout ce qui est en lien avec la fracture numérique et toutes les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'arrivent pas ou qui sont en retrait. Et je pourrais citer aussi tout ce qui est question de précarité aussi. Donc voilà, qu'on oublie des fois un peu. Peut-être pour rebondir sur les propos que vous avez tenus tous les deux, une question un peu complémentaire. Est-ce que vous constatez parmi du coup certaines parties de la population des usages plus réticents ou plus complexes, ou au contraire une partie de la population plus allante, quand tout à l'heure par exemple Stéphane Delahaye parlait de fractures qui s'ajoutent aux fractures, ou Thomas Roux quand vous expliquez qu'il peut y avoir parfois des parcours aussi complexes en termes de santé, est-ce que là-dessus vous constatez du coup des corrélations qui pourraient être faites, ou des profils un petit peu plus rétifs au numérique en santé? Oui, elle n'est pas facile celle-ci. Je peux commencer. Je pense que quand une personne a un parcours de santé complexe, déjà, à l'heure actuelle, on a vu la difficulté d'interopérabilité des logiciels des professionnels. Et quand, par exemple, un patient va faire des analyses sanguines, il doit aller récupérer sur Internet ces documents qu'il doit potentiellement transférer à son médecin spécialiste, etc., etc. Et ce qui amène du coup une utilisation parfois complexe avec des logiciels, des transferts qui ne se font pas de l'hôpital au libéral. Et le patient, en fait, il subit un petit peu tous ces petits dysfonctionnements, on va dire, d'interopérabilité. Donc ça peut toucher tout le monde, mais ça touche surtout des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas eu cette sensibilisation au numérique. Alors ça va être des populations parfois âgées, ou des personnes en situation de handicap ou polyhandicap, ou des personnes qui ont des difficultés pour parler français, des difficultés de compréhension, etc. Et des personnes qui sont en situation de précarité ou de très grande précarité, et qui n'ont pas du tout accès à, et ça ne rentre pas dans leur fonctionnement, on va dire. Il y a une question, je partage complètement effectivement ce diagnostic-là. On pourrait avoir un regard aussi sur les territoires concernés, effectivement, les dimensions socio-économiques, voilà, quartier politique de la ville, en ZRR, etc. Voilà. On a évidemment ce découpage-là qui fait apparaître des non-usages ou des mésusages du numérique. Ce qui est intéressant aussi, les retours qu'on a des médiateurs numériques, c'est de dire on est avec une population qui a développé des usages numériques du quotidien sur les réseaux sociaux, avec des interfaces qui sont très gamifiées, qui sont très simplifiées, etc. C'est un cap que n'a pas forcément franchi, les différents opérateurs de la santé ou de l'administration en général. Voilà. Et on se retrouve avec des interfaces qui sont complexes, textuelles, avec une ergonomie qui est parfois très poussive, on va dire, pour être diplomatique. Et donc, on a aussi, en se disant, en gros, on va se retrouver un peu comme je vais vraiment dans les caricatures, et je me permets, j'ai bientôt 50 ans. On va se retrouver en version numérique au guichet de la Sécu des années 80. Voilà, et c'est rédhibitoire. Et cette pensée-là, cette impensée des développeurs de ces sites administratifs-là, crée en fait une barrière.
Et ça sera intéressant de revoir, là c'est peut-être encore trop chaud, mais comment Stop Anti-Covid, l'application, avait patiné au début. Ça a été compliqué, hein. Et puis qu'il y a eu une explosion avec Tous Anti-Covid. Notamment parce que l'ergonomie avait un peu changé, et surtout, on apportait des compléments d'information. On donnait les chiffres clés du moment, etc., ce qui n'était pas le cas, sur la première version. Donc dès qu'on travaille en fait l'ergonomie, dès qu'on travaille le service rendu, à ce moment-là, on a un taux d'adoption, même par des personnes qui sont très éloignées du numérique, qui est beaucoup plus important. Donc il faut là, on va enfoncer une porte ouverte par rapport aux personnes qui sont là. Il faut clairement penser l'usage par l'usager. Et pas depuis un labo, depuis un cabinet d'études ou depuis des développeurs qui font les choses bien et qui veulent bien faire les choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une véritable bienveillance professionnelle, et fort heureusement. Mais nous, on le voit par l'intermédiaire des publics. Ils se disent, mais ce truc-là, c'est pas pour moi, ou ça correspond plus en tout cas à mes usages du quotidien. Là-dessus, une fois, un usager m'avait dit je sais que c'est l'État quand l'application est chiante. Et je pense que ça résumait pas mal la position du public. Après, je sais aussi qu'il y avait un côté rassurant de se dire justement, ça ressemble pas à Snapchat, ça ressemble pas à Instagram, donc il y a aussi une marque État où je suis d'accord qu'il faut l'équilibre, mais voilà, donc c'était un retour qui à l'époque nous avait fait sourire. Du coup, on va continuer sur le volet constat avec du coup deux programmes, un gros programme de l'État et puis un opérateur financier d'un certain nombre de programmes de l'État autour des enjeux du coup de l'inclusion numérique. On va continuer avec Marianne Beaufils au sein de la Banque des Territoires qui pilote un certain nombre de sujets relatifs à l'inclusion numérique que je vais la laisser détailler, et tout particulièrement une expérimentation autour de la télémédecine du coup sur lequel si c'est possible vous pourriez revenir pour nous décrire un petit peu plus précisément ce que c'est. Oui, bonjour à tous. Donc merci beaucoup pour votre invitation. Je travaille donc à la Banque des Territoires, comme Marianne l'a dit, au sein du pôle inclusion numérique. Et dans ce pôle inclusion numérique, on a beaucoup de projets. Et notamment, on a tout ce qui est dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la NCT. On finance, on anime et on outille le réseau France Service. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a une expérimentation de télémédecine. On a aussi le financement des hubs pour un numérique inclusif, et donc avec le hub du Sud, dont on vient de parler. Et puis d'autres activités, d'autres projets autour de l'inclusion numérique où on essaye de documenter le marché, avec notamment des études de marché sur l'inclusion numérique, sur l'inclusion numérique des TPE, donc voilà, beaucoup de projets. Et dans le cadre de notre partenariat sur France Service, on a souhaité mener une expérimentation de télémédecine en France Service. Alors peut-être je rappelle rapidement ce que c'est que France Service, parce qu'on en a parlé, mais tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. C'est 2055 maisons pour accéder aux services publics en ligne. Donc ce sont des lieux qui accueillent tous les citoyens et qui les accompagnent sur la réalisation de leurs démarches en ligne, les démarches du quotidien. Et nous, dans ces lieux France Service, on a des constats qui sont remontés. Notamment, les agents nous ont remonté que les usagers, donc les citoyens, venaient en France Service pour être accompagnés sur des prises de rendez-vous médicaux. Donc, ils venaient pour rechercher des médecins et pour rechercher des rendez-vous. Ils ne trouvaient pas toujours. Et donc aussi ce constat qu'il y a des territoires qui sont sous-dotés en infrastructures et puis sous-dotés en médecins, en professionnels de santé. On a donc voulu essayer sur une vingtaine de France Service d'avoir une expérimentation d'1 an avec un dispositif de télémédecine, puisque vous le disiez, l'usage il se développe, ça reste mineur, mais je crois que vous avez dit 4% aujourd'hui de consultations qui sont faites en ligne. Et donc cet outil existe, il existe dans les pharmacies, il existe dans des lieux parfois un peu plus incongrus. Et on a voulu voir si c'était pertinent de l'avoir dans le cadre d'une France Service et de pouvoir suivre sur 1 an à chaque fois le retour d'expérience des agents et des usagers et de pouvoir juger si c'était pertinent ensuite, pourquoi pas, de pérenniser au sein du réseau. Donc on a lancé cette expérimentation à fin de l'année, novembre 2021. Dans 18 France Service. Donc il y en a 17 avec des bornes de téléconsultation. Et il y a une France Service qui a un dispositif un peu particulier avec des outils numériques, mais aussi une infirmière qui est à côté du patient et qui l'accompagne tout le long de la téléconsultation. Donc il y a un lien physique en fait en plus de l'outil numérique.
Et donc, c'est les premiers constats qu'on a sur cette expérimentation. Donc, comme je vous le disais, ça a commencé fin 2021, c'est encore un petit peu jeune. Mais les premiers constats qu'on a sont que les patients sont dans l'ensemble satisfaits, voire très satisfaits du dispositif, parce qu'il répond visiblement à un besoin sur le territoire en termes de médecins. Donc oui, ils sont très satisfaits. C'est plutôt pour des événements, on appelle ça événements isolés. Bon après, je ne sais pas comment on dit dans le jargon médical, mais des virus saisonniers ou alors des renouvellements d'ordonnances. La majorité des patients, à plus de 90%, n'avaient jamais fait de téléconsultation. C'est des primo-accédants à la téléconsultation. Et ce qu'on remarque et qui est vraiment intéressant dans le cadre de notre table ronde, c'est qu'on n'avait pas forcément identifié ça, mais les usagers de France Service et donc les patients de téléconsultation en France Service ne maîtrisent pas les outils digitaux et donc ont beaucoup de mal avec les tablettes ou les cabines de téléconsultation et vont prendre beaucoup de temps pour une téléconsultation. Ils vont avoir besoin de l'accompagnement d'un agent France Service. Donc au niveau des France Service, ça va prendre beaucoup de temps aux agents d'accompagner les usagers parfois tout le long de la téléconsultation. Et d'ailleurs, ça pose d'autres questions sur l'éthique, sur la confidentialité. C'est toujours une demande du patient, mais les agents peuvent avoir des questions là-dessus. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément repéré ce point-là, et donc oui, les usagers ont beaucoup de mal parce que c'est des publics qui sont plutôt précaires, qui viennent en France Service, qui sont déjà en difficulté avec le numérique, et donc forcément une interface, c'est compliqué pour eux. Et après, dans le cas où on est où il y a une infirmière qui est à côté du patient, là c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, les patients sont très contents d'avoir un lien, vraiment un lien physique, social avec quelqu'un, et pas simplement d'avoir l'interface. Et puis en plus, c'est cette personne qui va gérer l'interface, et donc là c'est beaucoup plus simple. Voilà un peu les premiers constats qu'on a sur les France Service. Donc que ça prend... c'est surtout que ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on a remonté cet usage aussi, je fais le pont avec autre chose que la télémédecine. On a des bornes de qualité de service dans la démarche Service Public Plus de l'État pour remonter la qualité de service des France Service. Donc on a déployé environ 500 bornes en France Service. Et là, on observe la même chose, c'est-à-dire les usagers ont du mal avec l'outil numérique et donc ont besoin d'être accompagnés. Je voyais Thomas Roux qui souhaitait peut-être compléter et réagir aux propos de Marianne Beaufils. Mais c'est vrai que les téléconsultations, on a vu qu'il y avait certaines cabines qui s'étaient installées dans des espaces totalement incongrus, dans des magasins, bon bref. Il faut rester vigilant. Enfin, ça reste un moment où on a un lien avec le médecin. Pour ne pas déshumaniser justement ce lien, il faut créer les conditions adéquates pour que la consultation se passe au mieux. L'accompagnement que fait justement France Service, c'est très bien parce que du coup, avec la présence d'une infirmière, ça permet de donner du lien et puis d'accompagner. Et c'est vrai qu'il y a la notion de confidentialité quand même qui est important. Et je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie, mais voilà, ça c'est un point important pour nous. Oui, juste pour rebondir, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, on avait un cahier des charges pour les France Service qui ont répondu, qui avait bien un espace de confidentialité. Enfin voilà, on a veillé à ça et c'est pas au milieu du lieu d'accès où il y a une... Du coup, comme vous le voyez, l'émergence du numérique en santé bouleverse pas mal les accès à la médiation numérique ou les accès en tout cas aux droits à l'heure actuelle, et ça a notamment tamponné de plein fouet France Service, le programme. Donc je laisse peut-être Antonin Fordaran et Ludovic Roas raconter un petit peu cette épopée. Tout à fait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Je vais aller un peu dans la suite de ce qui s'est dit au niveau de France Service. On a donc cette entrée plus démarche administrative qui est portée donc par les 9 opérateurs du programme, mais également par des opérateurs locaux, et ça dépend un petit peu du contexte et des partenariats qui peuvent être tissés, mais on y reviendra. Sur le bouquet de services, on a un opérateur santé bien entendu central qui est la CNAM et les CEPAM en local, avec un socle sur l'explication du système de santé, en tout cas l'accompagnement de l'usager sur le système de santé. Donc ça peut être sur la PUMA,
l'explication du numéro de sécurité sociale, un petit peu ce premier niveau, et notamment sur la création ou la connexion au compte Amélie sur les usages, et ça peut être voilà, encore une fois sur des démarches qu'on identifie de premier niveau. Comme l'a rappelé Marianne, Mon Espace Santé a été intégré au programme au mois de février, donc au moment de son lancement. Là-dessus, on a souhaité donc que les agents puissent accompagner, et c'est vraiment, je pense, le maître mot de la pédagogie, c'est-à-dire un outil numérique qui peut être très bien pensé, qui peut être très bien articulé, comme Mon Espace Santé, face à un public qui et ensuite en demande d'accompagnement, d'explication, de pédagogie. Et donc là-dessus, c'est vraiment l'explication générale de Mon Espace Santé qui est proposée aux usagers. Et ensuite, le point central, et qui peut être aussi un point de crispation, sur l'accompagnement à l'activation ou au refus de l'activation du compte Mon Espace Santé. Donc sur ce travail-là, on voit que les démarches de santé, en tout cas les démarches administratives de santé, sont très prégnante au sein des France Services. Un chiffre, c'est pas forcément sur l'ensemble que le numérique en santé, mais la CNAM, c'est 16,5% des demandes au niveau national en France Services. Et à notre sens, ça témoigne d'une double dynamique, à la fois l'importance du numérique en santé, en tout cas de l'accompagnement en santé pour les usagers, et ensuite cette nécessité d'accompagnement aux outils et de pédagogie. Et donc là-dessus, je pense que Mon Espace Santé était un peu l'exemple type d'un outil qui peut être plus ergonomique qu'auparavant, parce qu'il y a eu un gros travail un gros travail là-dessus sur la fluidité de l'outil, etc. Mais ensuite des usagers qui en sont en fait très loin, et un petit peu l'objectif de France Service, c'est aussi de permettre d'être une porte d'entrée sur cette inclusion numérique qui touche vraiment des sujets très divers, nous au sein sur les 9 opérateurs nationaux et aussi l'écosystème local, mais vraiment une porte d'entrée. Et peut-être là-dessus, je laisse la parole à Ludovic sur ce qui est mis justement au niveau local pour aller dans un temps 2, et peut-être avec la création d'ateliers et d'accompagnement plus précisément des usagers. Alors, bonjour, merci de l'invitation. Au niveau du département Var, moi j'ai pu observer effectivement que dans ce département-là, on a quand même une forte mobilisation en fait, du service de CNAM. Les services en fait sont très utilisés. C'est le deuxième opérateur qui est le plus demandé en termes de services. Derrière la NTS, après on a la DGFIP et la CAF. Et les CARSAT et Pôle emploi. C'est vrai qu'effectivement, on se rend compte effectivement qu'on a une forte demande au niveau de la santé sur le dispositif France Service. Alors après, effectivement, ces 9 opérateurs effectivement rentrent dans le dispositif. On a quand même une marge de manœuvre à l'initiative des France Services, notamment pour mettre en place d'autres accompagnements. On peut imaginer par exemple mettre en place des permanences. Beaucoup de France Services sur le département ont mis en place des permanences. Alors ça peut être effectivement sur le département, on a pas mal de permanences sur la CPAM. Sur la santé, on a quelques autres associations aussi locales qui font des permanences dans les lieux. Ça représente environ un tiers des France Services du département Var. Ensuite, effectivement, on peut mettre des ateliers en place pour justement accompagner les publics sur les nouveaux outils. Effectivement, on a beaucoup de demandes, pas forcément uniquement que sur le dispositif Amélie. On l'a vu tout à l'heure, on parlait des demandes, par exemple, des usagers qui vont, par exemple, nous demander de prendre un rendez-vous chez un médecin, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aussi utiliser
l'application Tous Anti-Covid pendant la crise sanitaire, évidemment Amélie, c'est sûr, mais d'autres applications. Ça peut être des applications nutrition, ça peut être des applications bien-être, ça peut être aussi aller sur Doctolib. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a énormément de demandes des usagers et des demandes qui sont très hétéroclites. Donc c'est vrai que pour y répondre, effectivement, un certain nombre d'acteurs de la médiation, des agents France Service sur le département du Var, ont mis en place des ateliers santé. Donc c'est déjà une réponse en fait. On commence à voir émerger un certain nombre de réponses à cette question en fait du numérique en santé dans les France Service. Merci beaucoup. Peut-être Antonin Fordaran, pour revenir un petit peu sur le bouquet de services France Service. Aujourd'hui, du coup, la CNAM au niveau national, c'est quoi à peu près en termes de demande? Est-ce que c'est le premier partenaire, le deuxième partenaire le plus demandé? Est-ce que là-dessus, je sais aussi qu'il y a un certain nombre de partenariats qui sont faits en plus de la CNAM sur d'autres types de sujets? Est-ce que là-dessus, vous pouvez compléter un peu? Oui, tout à fait. Donc, je citais le chiffre de 7,5%, c'est le troisième opérateur au niveau national sur la santé. Donc voilà, on a intégré mon espace santé. On verra dans les semaines, mois à venir un petit peu le niveau de demande. On n'a pas de retour à date justement sur ces chiffres. Après, la santé, et c'est aussi ça, encore une fois, le centre de France Service, c'est qu'on entre par la santé et on touche à finalement des situations de vie qui sont assez transversales. C'est-à-dire que, et d'où l'intérêt, et ça touche cette question d'inclusion numérique, l'ensemble des opérateurs sur cette numérisation des services publics, et ça peut toucher, et là, et ce sera le sens de un peu de la deuxième partie, sur ces partenariats au niveau national sur ce socle, et on essaye, nous, de favoriser et de proposer aux France Service un petit peu soit des acteurs qui sont nationaux et qui ont des représentants locaux pour qu'on puisse les mettre en relation, et ça peut être notamment sur la question de la santé, où là, et c'est vraiment l'objectif, notamment, je pense, coordination également qui est très importante, avec l'exemple de l'animation départementale qui est déployée petit à petit. À date, on est à 20 départements où un animateur France Service est présent au niveau départemental, justement pour cette mise en relation, pour ces écosystèmes qui sont à chaque fois particuliers et répondent à, on en parlait, des typologies de territoire, des typologies de population qui sont très divers. Ça va faire une parfaite transition résumée du coup sur Pierre qui va vous synthétiser les premiers échanges. Oui, c'est vrai que merci à tous pour vos premiers témoignages sur cette question de l'inclusion numérique. On voit que sur ces questions d'inclusion numérique et de santé, déjà, il y a un premier constat sur l'existence de cette fracture numérique. C'est vrai qu'on dit souvent le chiffre phare de plus de 13 millions de Français qui ont des difficultés d'accès au numérique, mais en fait, ce 13 millions, il a une diversité, et c'est pas une seule fracture, c'est différentes fractures, et derrière, il y a des réalités qui sont vraiment très différentes entre soit des fractures sur l'accès, des fractures sur la compréhension, sur le lien entre les deux sujets, et on le voit dans les différents exemples que vous avez donnés, que ce soit sur les solutions de téléconsultation, que ce soit sur des outils numériques en ligne, que ce soit des outils de santé en ligne pas forcément portés par l'État, et c'est vrai que, comme disait Stéphane Delahaye, c'est plus le singulier ne suffit plus. On a vraiment il faut utiliser le pluriel pour évoquer les fractures numériques. Idem quand Thomas Roux disait que les Français estimaient à 74% dans leur enquête que mon espace santé pouvait être une perte de chance, alors que c'est presque paradoxal, où ils utilisent quasiment tous, 88% je crois, au moins un système de santé numérique. Donc on voit que c'est un grand écart entre ces deux mondes. Et ce que j'ai constaté aussi dans la diversité des témoignages et des échanges, c'est qu'il y avait un deuxième constat qui était
que la santé, en fait, c'est quand même un prétexte très souvent pour creuser d'autres sujets, et c'est une porte d'entrée, je ne sais plus qui le disait, peut-être Antonin Fordaran, pour adresser toutes les situations de vie de la personne qu'on accompagne. Et c'est vrai que cette question-là est aussi importante, et peut-être qu'on y reviendra dans la deuxième partie de la table ronde, de savoir comment on fait dialoguer le monde de l'inclusion et les questions de santé pour partir d'une question de santé et aller plus loin pour une acculturation au numérique et avoir une meilleure compréhension et une réduction d'au moins une de ces fractures, voire plusieurs fractures. Donc voilà, par ces deux constats et le dernier que je faisais sur la nécessité de faire dialoguer le monde de l'inclusion numérique avec le monde de la santé, ça sera l'objet de la deuxième partie de la table ronde avec nous des initiatives autour de mon espace santé. On y reviendra après avec Marianne Billard qui reviendra sur ce qu'on fait autour de mon espace santé. Mais peut-être première question pour Thomas Roux sur les solutions pour faire dialoguer le système de l'inclusion numérique et de la santé. Je sais que chez France Asso Santé, c'est une des grandes préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est vrai que la médiation numérique, il est bien ancré sur nos territoires, avec beaucoup de médiateurs, on l'a vu avec le nombre de maisons, mais en fait les assos de patients, elles découvrent un petit peu ces acteurs avec mon espace santé. Elles ne les connaissaient pas vraiment, elles n'étaient pas forcément en lien avec elles, et donc du coup c'est l'occasion de les mettre en relation. Alors, on sait que les médiateurs ont déjà aidé et accompagné des milliers d'usagers, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment aller dans cette dynamique-là d'accompagnement, mais sur le numérique en santé, parce que, on a fait un plaidoyer dans ce sens. C'est faire de mon espace santé une réussite collective. On a fait des propositions dedans où justement il faut juste allouer les moyens nécessaires, alors que ce soit des moyens humains ou matériels, pour l'accompagnement au numérique en santé. Parce qu'il ne pourra pas se faire, et ça passe aussi par accompagner les associations à accompagner les usagers, parce que nos associations de patients, elles sont en contact au quotidien des usagers. Dans les hôpitaux, il y a des maisons des usagers aussi, où ils reçoivent des patients en annonce de diagnostic, etc. Donc ils sont à même aussi de pouvoir accompagner ces usagers dans les usages du numérique. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, il y a cette notion quand même de confidentialité qu'il faudra faire évoluer, je pense, dans l'accompagnement des médiateurs, parce que la santé, on touche à un domaine qui est différent, avec justement cette confidentialité, donc qui peut changer aussi d'un accompagnement numérique classique. Merci beaucoup. C'est vrai que cette notion de confidentialité, elle peut parfois rentrer en conflit avec le besoin d'être accompagné et d'aller dans un lieu de médiation où on n'a pas, en tout cas, on n'a pas l'habitude ou l'impression qu'on va pouvoir être accompagné en ce sens. Et c'est vrai que c'est un des grands enjeux sur cette question. Antonin Fordaran, vous aussi chez France Service, le dialogue passe par des partenariats locaux en plus de l'accompagnement sur ces démarches au niveau national ? Oui, tout à fait. Pour donner un ordre d'idée, quand on parlait des différentes portes d'entrée que peut avoir l'usager dans une France Service au niveau national, pour moitié, les démarches sont réalisées pour le compte des 9 opérateurs nationaux. Et pour l'autre moitié, ça va être des partenariats locaux, soit propres à la structure, donc qui ont déjà des démarches administratives ou en propre des services aux usagers, mais également cet écosystème local qui a pu se nouer au fil du temps des relations avec les France Services, faire de cette porte d'entrée. Et c'est vraiment l'objectif et le centre de la démarche pour, encore une fois, s'adapter aux différents contextes locaux, l'offre de base et ensuite l'adaptation au territoire sur la question du numérique en santé, enfin
peut-être plus généralement sur la question de la santé, j'étais hier donc dans les Alpes-Maritimes au sein de la France Service portée par la maison du département à Plan-du-Var. Et c'était typiquement une personne de la maison Sport et Santé, donc qui a également un label de l'État, qui venait à la rencontre de la France Service pour proposer des ateliers sport-santé donc auprès des usagers, donc à différents types d'ateliers. Et je trouve que ça résume un petit peu cet objectif d'identification. On parlait de la mise en relation, nous ne dialoguons pas encore avec France Info Santé, et c'est l'occasion aussi de ce type de table ronde de pouvoir compléter un petit peu ce maillage qui est complexe, qui est vraiment selon les territoires, selon les acteurs, selon les ressources aussi de chaque opérateur en local, peut être vraiment différent, et donc voilà, de porter cette coordination avec le temps. J'évoquais le rôle de l'animation départementale sur ce sujet qui, à notre sens, est essentiel. Bien entendu, au sein pour l'ANCT et France Service, qui se fait également sur cette mise en réseau avec le réseau des préfectures. Et c'est essentiel pour lisibiliser cet accès aux services. C'est vrai que c'est très intéressant de dire qu'on combine à la fois une volonté nationale avec des plateformes qui sont forcément aussi d'une portée nationale, avec des actions vraiment locales pour ancrer des France Service vraiment sur le territoire. On voit que le maître mot quand même dans les France Service, c'est aussi pédagogie, enfin c'est surtout pédagogie. Qu'est-ce que ça donne du coup dans le Var au niveau local ? Alors, au niveau local, effectivement, il y a, ce qu'on peut observer déjà, c'est qu'on a beaucoup de types de France Service différents. Donc il y a déjà les structures porteuses en fait des France Service sont est relativement hétérogènes. On peut avoir donc des opérateurs directement qui prennent en charge donc le France Service, qui portent la structure. Ça peut être des opérateurs comme la Poste, des opérateurs comme la MSA. On a aussi des associations aussi qui prennent qui justement pilotent les France Service. On a aussi des communautés de communes. Donc effectivement, déjà à la base, on a quand même un terreau un petit peu assez hétérogène. Et puis en plus, on a des France Service un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des France Service classiques en accueil physique. On peut aussi avoir, on a notamment un bus itinérant sur le département du Var qui relie un certain nombre de communes. Donc chaque jour, en fait, le bus va sur une commune particulière. Et puis après, on a des France Service multisites. Donc en fait, le France Service, alors ça c'est assez nouveau, on va en avoir un bientôt. Donc le France Service se déplace. Donc les agents vont se déplacer de site en site. Et effectivement, voilà, donc c'est quand même un terreau relativement hétérogène, donc il faut homogénéiser cette offre de services. Et c'est là effectivement qu'est tout l'enjeu. Hein. Effectivement favoriser cette inclusion numérique parce que c'est vrai qu'on a des opérateurs très différents, des structures porteuses qui sont différentes. L'idée c'est justement d'homogénéiser cette offre. Alors effectivement en communiquant notamment auprès des France Service des agents pour leur fournir des outils qui soient très facilement utilisables. Et c'est là effectivement que nous au niveau de l'animation départementale on intervient, on essaie d'homogénéiser tout ça, de donner de la communication, notamment des pas à pas, donner l'information qui des fois n'est pas forcément repris sur le terrain. Les agents de France Service au quotidien ont énormément de sollicitations, beaucoup d'usagers qui viennent sur les lieux, et c'est vrai qu'effectivement parfois ils n'ont pas le temps effectivement de voir, enfin de se former. Alors il y a des formations obligatoires effectivement à l'entrée, hein, mais par contre effectivement c'est vrai qu'il y a un souci de formation continue, donc c'est ça qu'on met en place aussi avec l'ANCT, la Banque des Territoires, les préfectures, les opérateurs, de la formation continue, notamment avec des webinaires et parfois de la formation en présentiel si ça exige. Alors effectivement on a eu
Depuis fin 2021, il y a eu énormément de formations continues qui ont été mises en œuvre dans le département et au niveau national. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que là, chaque fois qu'un nouveau service est mis en place, il y a forcément une formation qui est proposée. Et là, justement, ça permet effectivement de former les agents et de proposer justement une meilleure réponse au quotidien auprès du public. Oui. Sur la question de la formation, on va revenir juste après avec Marianne Beaufils, mais dans la première partie de votre intervention, vous reveniez sur le fait d'accompagner des personnes qui viennent, alors souvent sous des formes diverses, mais également d'aller vers, qui est une préoccupation, j'imagine, que vous avez aussi au Hub du Sud. Est-ce que comment vous vous interrogez sur cette question de... évidemment, il y a les personnes qui savent qu'ils sont en situation de fracture numérique et qui vont venir, mais il y a également toutes celles qui vont avoir plus de difficultés ou qui vont soit la nier ou soit l'écarter de leur vie. Est-ce que c'est une de vos préoccupations aussi d'aller les chercher ? Il va y avoir un lien évident avec la question de la formation, de la compétence et de la posture du médiateur numérique. Si je prends un sujet qui n'a rien à voir avec la santé, j'ai été médiateur numérique au tournant des années 2000, et c'est là où a commencé la déclaration de revenus en ligne. Et j'étais donc animateur multimédia, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les médiateurs numériques. Et c'était très complexe, il fallait un certificat Java sur une disquette, c'était une complexité phénoménale. Et j'ai une dame qui fréquentait l'EPN depuis longtemps, qui avait un certain âge, qui me dit « il n'y a pas de raison, moi aussi je veux m'y mettre, je vais faire ma déclaration de revenus en ligne ». Donc je l'ai accompagnée à utiliser cette plateforme. Donc je faisais mon boulot de médiation, c'est-à-dire le passage entre elle, usagers, et les environnements numériques. Je faisais bien ce milieu. Et vers la fin, elle me dit « mais au final, qu'est-ce que tu me conseilles ? Plutôt les frais réels ou plutôt l'abattement forfaitaire ?» Moi-même, j'avais jamais fait de déclaration de revenus, c'est mes parents qui les faisaient. Donc je m'étais retrouvé à la limite en fait, de ma capacité d'accompagnement. Et là, on se retrouve sur des questions de santé avec des personnes qui vont me dire voilà, j'ai une maladie, une infection de longue durée. J'ai une problématique, je sais pas. Moi, j'ai vu quelqu'un dans un France Service disant tu regardes, j'ai de l'eczéma, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Je suis pas médecin, quoi, à un moment donné. Voilà. Donc il y a une question de posture, donc une question de formation à la posture de médiation numérique, et que non, les France Service, les EPN ne sont pas la solution miracle. On ne va pas faire dans le solutionnisme technologique. C'est-à-dire, tous les problèmes ne vont pas se résoudre parce qu'il y a de la technologie dans le lieu, quoi, évidemment. Donc, travailler des partenariats avec les associations, travailler le partenariat avec les professionnels de santé, avec les institutions de la santé, etc., c'est primordial. Et de définir au bout d'un moment très très clairement, ce qui n'est toujours pas fait, très clairement, quelle est notre posture, notre position. On est médiateur numérique, oui, alors est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est juste une fonction parmi tant d'autres ? Voilà, j'ai un boulot et notamment je fais de la médiation numérique. Est-ce que c'est un métier de la médiation numérique ? Il y a pour l'instant une seule formation qui existe en France, un titre professionnel du ministère du Travail, qui ne travaille quasiment pas les questions de santé, par exemple. Voilà. Donc il y a tout un travail de réflexion globale à faire, et je sais que c'est entamé, et les hubs sont associés à cette réflexion-là, sur comment on monte en compétences, on monte en gamme aussi à un moment donné. Pourquoi pas aller à terme vers des démarches qualité France Service, mais des démarches qualité de la médiation numérique. On a le dispositif conseiller numérique qui a été initié dans le cas du plan national d'inclusion numérique sur France Relance, qui est un plan ambitieux, qui a permis de recruter 4000 conseillers numériques. On a quasiment doublé les effectifs de la médiation numérique, avec des personnes qui ont eu quelques semaines de formation. Voilà, donc ils vont avoir des retours d'usage, des retours d'expérience, et on commence déjà à avoir des retours en disant là je me suis retrouvé en difficulté en termes de posture, c'est-à-dire jusqu'où je vais. Est-ce que je fais cette déclaration en frais réels ou est-ce que je fais l'abattement forfaitaire ? Voilà, donc comment on travaille cette question-là ? C'est pas résolu, ça fait 20 ans qu'on tourne autour du pot, et là je pense qu'on est suffisamment mûr, et notamment sur les questions de santé, parce que ça devient urgent, avec une population vieillissante notamment, et la numérisation accélérée de la santé. Là, il va vraiment falloir qu'on se pose en termes de posture.
C'est une excellente transition pour la question que j'avais pour Marianne Beaufils sur justement la montée en compétences des médiateurs. Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est un métier? Et puis pour revenir un peu à la question initiale, comment on fait en sorte de donner cette double compétence d'à la fois inclusion numérique, mais aussi sur le métier. Alors évidemment, moi je vais avoir un biais santé, mais c'est sûr qu'il faudrait que finalement, est-ce qu'il faut que le médiateur soit un expert des déclarations d'impôts et des problématiques d'affection longue durée, ou comment on fait pour faire la formation sur ces sujets et de la montée en compétences? Alors juste avant de répondre, je veux juste revenir sur l'inclusion numérique de manière générale, parce qu'on parle beaucoup de la médiation, de l'accompagnement des personnes, de la formation, mais c'est un peu plus large que ça. Il y a vraiment d'autres, ça va être toutes les actions qui vont permettre de donner à un individu, de le faire monter en compétence, de lui donner les moyens de se saisir des outils numériques et d'en faire un levier de leur insertion sociale et économique. Et donc oui, il y a la médiation numérique, il y a la formation, il y a l'accompagnement des personnes, mais il va aussi y avoir tout ce qui est par exemple accessibilité des services numériques. On en a parlé avec l'ergonomie, mais que ce soit accessible à des personnes en situation de handicap, à des seniors. On va avoir aussi tout ce qui est confiance dans le numérique, on en a parlé. Tout ce qui est diagnostic, identification des publics, et puis accès aux usages avec des lieux où on peut avoir accès au numérique, on peut avoir accès aux outils numériques. Et donc ce que je dis, c'est qu'il faut agir sur la médiation, mais il faut aussi agir un peu sur tous ces pans-là, prendre l'inclusion numérique dès le début d'un projet, comme vous l'avez fait d'ailleurs, si je comprends bien, sur mon espace santé, et notamment sur les questions d'ergonomie, que ce soit vraiment dès le début d'un projet. Et donc sur la médiation numérique, oui, il faut faire monter en compétence les médiateurs numériques sur les questions de la santé, et notamment quelle posture ils peuvent avoir, donc en dehors des questions techniques, puisqu'ils n'ont pas vocation à répondre, hein, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas professionnels de santé, mais comment réagir aussi sur la confidentialité. Donc il faut faire monter tous les médiateurs numériques en compétence sur le sujet. Maintenant, on va vite avoir un problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on estime qu'il y a à peu près 10 000 aidants numériques. Donc on a plus que doublé avec les conseillers numériques France Service, mais il reste qu'il y a 10 000 aidants numériques et que, on vient de le dire plusieurs fois, la fracture numérique, c'est 13 millions de personnes en France. Donc je pense qu'on mesure assez vite qu'on va arriver à un sujet, donc on peut faire monter en compétence les médiateurs sur le sujet, mais ça suffira pas, d'autant plus que les médiateurs numériques, on les fait monter en compétence sur plusieurs sujets transverses dans la société. Il va y avoir l'éducation, il va y avoir développement économique, tout ce qui est en lien avec les banques, enfin voilà, c'est vraiment l'écologie, tout ce qui est transverse en fait à la société. Donc il faut les faire monter en compétences, mais ça suffira pas. Il y a aussi la montée en compétences à l'inverse des professionnels de santé sur le numérique et sur comment accompagner leurs patients sur les outils numériques. Et là, on peut prendre l'exemple de ce qui a été fait sur l'éducation, par exemple avec le réseau Canopé, ou un réseau qu'on va avoir dans chacun des départements et qui vont accompagner, outiller les enseignants pour qu'ils puissent enseigner enseigner le numérique et avec le numérique aux élèves. Et donc c'est des réseaux avec des outils, des formations et aussi des lieux dans chaque département. Donc on pourrait avoir par exemple quelque chose comme ça sur la santé qui pourrait revenir aux ARS, je sais pas, à d'autres institutions. Donc il y a vraiment cette montée en compétences. Et puis après, moi je rejoins ce que vous avez un peu tous dit, c'est la nécessité de créer des alliances locales. Et on pensait à France Service parce qu'il y en a beaucoup, mais il faut vraiment créer des alliances avec les partenaires de santé en local, les associations, les maisons de santé pluridisciplinaires. Et c'est comme ça que ça fonctionnera, parce que on a des projets qui sont sur l'ensemble du territoire, qui viennent du national, un peu descendant, mais derrière, ça ne prendra pas si on n'a pas des relais locaux. Et pour vous donner d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec la santé, mais comme ça, on voit un peu ce qui se fait. En France Service, on a
on a des agents qui ont créé des partenariats, par exemple, avec des auto-écoles. Et ils vont ouvrir des comptes CPF à leurs usagers. Ils vont leur expliquer comment les utiliser et les transférer vers l'auto-école qui est dans le village d'à côté. On a aussi, par exemple, en Bourgogne, on a vu ça à Cluny, une France Service qui a un partenariat avec une association et un Super U qui leur met à disposition des véhicules de mobilité pour pouvoir justement qu'ils puissent aller chercher un emploi, répondre à des offres d'emploi et d'avoir des outils à disposition. Et ça, c'est vraiment des initiatives locales qu'on pourrait envisager. Alors Antonin Fordaran en parlait sur une association santé et sport, mais par exemple avec des maisons de santé pluridisciplinaires qui pourraient être en partenariat avec des espaces de médiation numérique, avec des conseillers numériques aussi, pour faire le relais et rediriger aussi des usagers dans un sens comme dans l'autre. Oui, c'est vrai que cette question-là de l'accompagnement au-delà du numérique, elle est une réalité sur beaucoup de domaines et notamment sur la santé. Et du coup, là où peut-être les médiateurs numériques, avec cette montée en compétences, sauront aussi connaître la limite et bien appliquer la confidentialité, voire renvoyer vers des professionnels de santé quand c'est nécessaire pour un accompagnement en physique. Ça me faisait penser à une question peut-être pour Thomas Roux sur à l'inverse, est-ce que les professionnels de santé, eux, ont bien identifié ces questions de fracture numérique et savent renvoyer vers des médiateurs pour justement dans la partie dialogue entre les deux mondes qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de ce deuxième sens ? Alors, je ne vais pas parler pour eux, mais de ce qu'on a pu voir et de l'utilisation et de la prise en compte du dossier médical partagé, je ne pense pas que ça soit... c'était mal engagé. Aujourd'hui, les professionnels avec Mon Espace Santé sont dans une nouvelle dynamique. Sur la région PACA, il y a un logiciel aussi interopérable qui se met en place pour faciliter la coordination des parcours des usagers. Les usagers ont été associés aussi à cette dynamique, mais c'est vraiment important que pour une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement de leurs patients, ils aient connaissance aussi de ces infrastructures. Peut-être que de mettre en place dans des établissements de santé, des lieux dédiés aussi, ça peut être déjà en sortant d'une consultation, on peut peut-être commencer à apprendre, à s'en servir et du coup créer les ponts et les liens entre les professionnels de santé et les services numériques. Parce que je pense qu'il y a encore un éloignement et une séparation. Nous-mêmes, on n'était pas forcément très à même de connaître tout ce réseau et de pouvoir l'utiliser dans le cadre de la santé. Donc on l'a découvert avec Mon Espace Santé, clairement. On essaye toujours aussi de quand même mettre en place et de demander des solutions non numériques, donc un numéro de téléphone ou appeler quand même, parce que tout le monde n'a pas du tout envie des fois de franchir ce pas. Donc on garde ça. Mais voilà, je pense que il faut créer ces liens et c'est justement dans des journées comme ça où nous on peut dire est-ce que vous avez pensé aux nouvelles organisations du système de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé, est-ce qu'elles sont informées de ces transitions, les dispositifs d'appui coordonnés aussi qui sont en soutien des professionnels de santé de patients en parcours complexe. Voilà, je pense que c'est des acteurs qui doivent être aussi informés et initiés à ces solutions. Merci beaucoup. Et pour rester sur cette thématique un peu plus côté santé, peut-être une question un peu plus dérangeante, si j'ose dire, peut-être pour le Hub du Sud, sur la situation de fracture numérique des professionnels de santé eux-mêmes, ou en tout cas du côté réfractaire qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous avez des retours aussi sur ce sujet-là ? Oui, il ne faut pas le dire. Là, oui, on a des demandes, on va dire, discrètes de professionnels de santé sur la question des usages numériques. On l'avait eu déjà il y a quelques années avec la généralisation de la carte vitale
voilà, des premiers logiciels qui permettaient de traiter ces données, la télédéclaration. Voilà. C'était des choses qui étaient complexes, qui n'étaient pas données à tout le monde, et on avait eu pas mal de médecins qui étaient venus, de praticiens qui étaient venus nous voir, plutôt des libéraux qui venaient, sachant qu'ils ont eux-mêmes leur propre dispositif de formation et qu'évidemment les catalogues de formation dans ce domaine-là ont pullulé assez rapidement. Donc ça se jouait non pas sur une offre de service qui leur était destinée au sein des lieux de médiation numérique, mais plutôt ça se jouait sur la question de la proximité. C'est-à-dire, voilà, le médecin, le cabinet était au-dessus de l'espace public numérique, par exemple, ou bien on savait dans le quartier, ou bien le médiateur numérique connaissait son médecin et lui disait « si tu veux, je te file un coup de main sur ça ». Sachant qu'il y a rapidement, à l'époque on ne parlait pas encore de RGPD, là maintenant le RGPD évidemment ça s'impose, surtout sur les questions de santé et donc les données sensibles qui vont avec. Dès qu'on passe de l'autre côté du bureau pour faire un accompagnement individuel et qu'on manipule un logiciel sur lequel il y a des données de santé très sensibles, tout de suite on se retrouve à nouveau sur une barrière et à nouveau une question de posture. Donc là on est à mi-chemin entre la formation professionnelle, la médiation numérique. Le médiateur numérique n'est pas un formateur, théoriquement, tout comme le formateur n'est pas forcément un médiateur numérique. Donc voilà, on est encore entre les deux. Mais oui, il y a des demandes, sans pour autant, en tout cas en tant que hub, on n'a pas identifié spécifiquement une offre de service à l'attention des praticiens. Merci beaucoup. Peut-être avant de conclure cette table ronde, revenir sur du coup le dispositif d'accompagnement à mon espace santé. Donc, comme vous l'avez rappelé et comme Marianne l'avait dit aussi au début, c'est vrai que nous c'est une question qu'on a pris à bras le corps avec la sortie de mon espace santé et dès le début, on a pensé à inclure voilà ce dispositif d'inclusion numérique pour accompagner aux usages. Donc pour en dire quelques mots. Dans ce dispositif, nous, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les structures et les réseaux qui sont déjà en place et qui ont déjà un ancrage local et territorial très fort. On pense évidemment aux France Service, aux conseillers numériques France Service qui sont en train d'être recrutés, mais également tout un tas d'autres structures comme France Santé peut en être partie, mais des associations comme la Croix-Rouge, le groupe SOS et la famille rurale et d'autres qui ont un ancrage local et qui ont cette force sur place pour pouvoir faire des actions de médiation numérique sur mon espace santé. Donc nous, l'idée, ça a été surtout de venir outiller tous ces acteurs-là pour qu'ils soient en capacité de répondre aux questions de premier niveau autour de mon espace santé, qu'ils puissent faire de l'accompagnement, qu'ils puissent faire de la sensibilisation et que finalement ce dispositif numérique puisse aussi bénéficier de ces retours-là. Donc il y a une vraie volonté de faire évoluer l'outil avec les retours qu'on aura. Donc c'est un outil numérique. Ça a été redit aussi, c'est vrai, à différentes reprises dans la table ronde, mais les outils numériques sont voués à évoluer et il ne faut pas l'oublier de dire que voilà, il y a une V1, il y aura sûrement une V2 et on va de plus en plus et la puissance publique s'en saisit de plus en plus vers des cycles d'amélioration de plus en plus court. Ça a été également pensé comme ça sur mon espace santé, donc pour nourrir des expériences et des retours d'expérience l'outil et donc avoir un réseau le plus proche possible du terrain pour l'accompagnement à mon espace santé. Donc nous, c'est vrai qu'on s'appuie sur ces réseaux existants, on les outille, on les accompagne et on les anime. On a également rajouté une couche de coordination. On est en train de recruter, c'est déjà le cas dans 5 régions, mais des coordinateurs régionaux au sein des GRAD, donc des groupements d'appui au développement de la e-santé. Je vois le GRAD du Sud ici qui accueille sa coordinatrice la semaine prochaine. Donc on vous remercie également de votre engagement et on va pouvoir s'appuyer du coup sur ces 18 coordinateurs pour faire du lien entre le monde de l'inclusion numérique et le monde de la santé et continuer du coup le travail qu'on a démarré dans cette table ronde. Je sais pas, Marianne, est-ce que tu veux compléter sur ce dispositif ?
Très rapidement, tu as brossé le tableau. En tout cas, je pense que toutes les personnes qui ont assisté à cette table ronde ont compris que le monde de la médiation numérique est profondément éclaté, atomisé, avec des acteurs qui sont extrêmement différents et pour autant très complémentaires. Donc pour nous, c'était vraiment un grand enjeu de faire monter un petit peu tout le monde sur ces sujets-là, sans pour autant non plus faire une harmonisation totale. C'est pas du tout notre volonté. Notre volonté, mais rester au plus près du territoire. Donc d'où l'idée d'avoir eu ces coordinateurs régionaux que Pierre vous a détaillés. Peut-être simplement, je sais que des gens nous regardent à distance et ont peut-être des questions, donc n'hésitez pas à les poser, et si possible pas sur Twitter, parce que je vois que des questions sont montées sur Twitter. C'est plus simple si vous les posez sur le chat, qu'on puisse y apporter une réponse. Et en tout cas, voilà, nous, on a une vraie volonté de faire dialoguer milieu associatif en santé et monde de la médiation numérique. On travaille aussi tout doucement sur une question de professionnalisation aussi de la médiation numérique autour des enjeux en santé. Donc ça, c'est un travail qui est en cours d'amorçage là-dessus pour pouvoir reconnaître justement ces nouvelles compétences et se distinguer des impôts et pouvoir montrer toute la réalité des questions qui ont attrait. Je pense aussi que tu as des choses à ajouter là-dessus, Pierre. Je te vois. Oui, on y reviendra peut-être dans les questions, sinon j'y reviendrai après. Alors, on n'a pas de questions à distance, c'est plutôt des interactions entre les participants. Mais moi, j'avais des petites questions. Auriez-vous, par exemple, des exemples concrets sur ce qui a pu être fait pour faire dialoguer les PS et le monde de l'inclusion numérique ? Ouais, là-dessus, donc il y a eu une expérimentation qui a été menée en Haute-Garonne avec du coup le déploiement d'un réseau dit ambassadeur, qui est aujourd'hui généralisé donc en France, qui sera coordonné par ces fameux coordinateurs régionaux. Et ces fameux ambassadeurs, au moment de l'expérimentation en Haute-Garonne, ont pu mener notamment des actions au sein d'établissements de santé pour pouvoir accompagner des usagers dans les usages de mon espace santé. Du coup, ça c'est un exemple très concret où il y a une possibilité où les acteurs de la médiation numérique se rendent sur place dans un établissement de santé et peuvent accompagner les différents participants et patients qui sont présents et qui sont dans la salle. Oui, bonjour, donc le directeur du GRAD. J'ai une question d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on est dans la maison de l'intelligence artificielle et je voulais avoir votre perception d'une évolution qu'on voit apparaître d'ailleurs surtout en Chine, puisqu'ils sont 1,4 milliard pour 12 millions de médecins et donc on voit fleurir un grand nombre d'applications à base d'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a une application qui s'appelle Ping a Good Doctor qui fait 500 000 consultations par jour. Je voulais avoir votre perception sur qu'est-ce que ça pourrait donner, selon vous, de voir émerger des applicatifs de ce style qui aideraient dans le cas on rende son identité, on rende sa pathologie et on rende sa problématique, et on voit sortir sur des pathologies plutôt simples des prescriptions médicales totalement dématérialisées. Alors, selon vous, ça donne quoi en France ? Tout le monde me regarde. Les usagers ont des craintes déjà avec Mon Espace Santé ou d'autres applications sur la déshumanisation des relations médicales. Là, je pense qu'on y est. Le colloque singulier n'existe plus parce que c'est une machine avec des algorithmes. Je pense qu'il va falloir du temps en France pour arriver à ce genre de choses. Après... voilà, tout va dépendre aussi de la littératie qu'on met derrière tout ça. C'est comment on apporte les clés nécessaires au patient, à l'usager, pour comprendre ce que c'est, pour qu'il se l'approprie et qu'il le mette en place dans sa vie. Donc c'est là où il y aura un gros travail, mais en France, je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, peut-être pour ajouter un mot, pour dire que dans la feuille de route du numérique en santé, il y a un très gros pilier éthique qui aborde notamment ces questions d'intelligence artificielle. Et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, on a fait adopter aux 27 membres de l'Union européenne une charte sur l'éthique du numérique en santé au niveau européen qui fait figurer en son sein toutes ces questions d'éthique. Donc voilà, c'est une préoccupation
préoccupations sur les questions de santé et de numérique qu'on a, qui est au cœur de nos réflexions. Et c'est vrai que typiquement en France, on espère que quand il y aura ces dispositifs qui émergeront, s'ils doivent émerger, qui prendront en compte en effet les dimensions, les biais potentiels des algorithmes, l'explicabilité des algorithmes, qui sont des notions qui sont compliquées et qui sont compliquées rien que dans le domaine de la recherche, alors encore plus difficiles à vulgariser. Peut-être ça me faisait rebondir sur cette question avec pour les publics que vous accompagnez. Ça, c'est une problématique que vous voyez sur l'intelligence artificielle et je dirais presque l'amalgame entre toutes les couches de numérique en disant en fait je viens pour me faire accompagner à ouvrir mon espace santé, et puis en fait j'ai des questions très larges qui vont de où sont mes données, comment sont hébergés le système, à quels sont les algorithmes qui les traitent, où vous pouvez être interrogé aussi. Historiquement, c'est même notre métier. D'abord de répondre à ces questions-là, et après éventuellement de rendre le service qui va avec. La question de l'intelligence artificielle, donc à travers plutôt des logiques d'ateliers, de soirées débat par exemple, on va projeter un film, une série, etc. Et puis on va essayer un peu de décrypter, de décortiquer ça. Au début de cette table ronde-là, j'évoquais la question de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est apporter des éléments d'éclairage aux citoyens pour qu'ils fassent des choix. Donc c'est plutôt ce travail-là qu'on essaie de mener autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas, comme le bon et le mauvais chasseur, il n'y a pas de bonne et de mauvaise intelligence artificielle. Voilà. C'est essayer plutôt de la comprendre et après de faire ses choix. Oui ou non, je l'accepte. On va essayer de décortiquer. Tout à l'heure, je voyais une revue avec Yann LeCun qui était en couverture. Facebook qui dit moi, je suis en mesure de façon prédictive de dire que cette personne a un terrain favorable au suicide, par exemple. Au Canada, ils sont en lien avec les services publics de santé en envoyant des alertes, en disant envoyez quelqu'un chez cette personne parce qu'on pense que nos algorithmes disent que cette personne-là est très proche d'une tentative de suicide. Ça pose des questions, vous parliez d'éthique, et on peut que saluer l'initiative française qui a été suivie au niveau européen. Nous, il faut qu'on traduise ça maintenant de façon concrète, qu'on porte aussi ce travail, cette parole-là à l'échelle de tous nos publics. Vous savez, on dit de façon un peu caricaturale, l'Amérique innove, l'Asie copie et l'Europe régule. En fait, il faut qu'on apporte, ça fait partie de notre culture, effectivement, d'apporter cette régulation. Et cette régulation passe par une éducation, et une éducation au numérique. Et c'est vraiment le rôle de la démédiation numérique, d'aller au-delà de vraiment, j'insiste là-dessus, je suis un peu lourd des fois sur la question, on n'est pas juste une boîte de service. On est vraiment une structure avec une mission pédagogique très importante pour éclairer le citoyen du numérique. Oui, juste pour compléter. Ah pardon, j'avais mal vu. Non, et en fait, c'est l'objectif de l'inclusion numérique, c'est justement que le numérique soit pas asservissant pour les gens, mais qu'au contraire, on dit encapacitant en français, mais que les gens puissent être acteurs du numérique. Donc, une fois qu'ils auront bien compris quels sont les enjeux et d'application, comme celle dont vous parlez en Chine, si les gens comprennent les enjeux, là, ils pourront être acteurs justement et faire attention, et notamment par exemple sur toutes les données aujourd'hui qui circulent sur Google, Facebook, même quand on fait des achats sur Internet. L'intérêt, c'est que les gens comprennent l'utilisation qui est faite de ces données et qu'ils puissent en être acteurs. Et sur mon espace santé, c'est pareil. Même renoncer à mon espace santé, ça, c'est être acteur du numérique, et ça veut dire aussi comprendre et prendre en main les outils. Peut-être c'était tout à fait dans le sens de ça. Je repensais aux formations qui ont été mises en place sur mon espace santé pour France Service. Les principales questions, c'était justement sur la dépendance, c'est-à-dire une fois qu'on entre, on met une pièce dans la machine, est-ce qu'on peut en ressortir? Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose à un contact humain, etc. Et ça, en tout cas pour les agents France Service, c'était une vraie demande. Et encore une fois, cette question de
pédagogie et de positionnement. Est-ce que je dois inciter l'usager à rentrer dans cette démarche et on revient aux premières questions qu'on a abordées. L'outil peut être très bien pensé, mais ensuite, comment positionner les acteurs locaux dans l'accès à ces outils? Et on est vraiment dans des questions d'éducation, de pédagogie, d'accompagnement sur ces sujets. C'est vrai que pour nous, ça reste un fort enjeu. Le milieu de la médiation numérique n'est effectivement pas du tout un milieu serviciel, mais au contraire, du coup, tourné vers des questions d'éducation. Donc nous, on sait aussi que c'est un milieu très exigeant en termes d'accompagnement. Donc ce qui est plutôt pour nous une bonne nouvelle, parce que du coup, à chaque fois, ça nous oblige à nous interroger. C'est aussi nos capteurs, pour nous, le milieu de la médiation numérique. Et du coup, quand on anime un peu ce réseau-là, que nous, on a appelé Ambassadeur Mon Espace Santé, on est dans une logique permanente de remontée d'informations, de collecte du coup de leurs avis, de leurs inquiétudes, qui effectivement nous remontent souvent, pas forcément l'exemple de l'intelligence artificielle, mais en tout cas où sont hébergées les données. J'accepte de le conseiller auprès du public, mais si vraiment c'est effectivement éthique, sécurisé, etc. Donc c'est vrai que nous, on a toujours une partie plaidoyer avec Pierre qui est très importante là-dessus pour expliquer au milieu de la médiation numérique que nous ne proposons pas un service captif à l'attention des usagers, mais qu'on est bien sur un service public numérique de l'État avec les standards de sécurité et d'éthique que cela comporte et que ça véhicule. Moi, j'avais une question, Géraldine Cornet-Giquel de l'ARS PACA. Comment les usagers viennent à vous? Comment ils vous connaissent et comment ils savent qu'ils vont pouvoir trouver de l'information, soit dans les maisons France Service, soit au niveau des médiateurs numériques? Comment vous faites passer l'information qui peuvent venir voilà. Peut-être pour France Service, le réseau, et comme on l'évoquait, se base sur des structures porteuses qui sont déjà intégrées et en tout cas ancrées dans un écosystème local. Et France Service, c'est un label pour justement cette offre servicielle de base sur 9 opérateurs nationaux. Donc on va à la fois jouer sur des ressorts locaux, de la communication locale à cet écosystème. Nous, notre rôle au niveau national, c'est d'outiller ces France Service pour pouvoir communiquer sur tous les types d'outils de communication à disposition, ça s'ensuit au niveau national sur des questions de communication télé, PQR, etc. Et on voit, et notamment dans le cadre des bornes de satisfaction qui ont été déployées dans les France Service, que la moitié des personnes qui se rendent en France Service ont connu la France Service par le bouche à oreille. Donc c'est vraiment le réseau local. On a, je crois que c'est 15% par les opérateurs partenaires, donc que ce soit les 9 opérateurs nationaux ou les opérateurs locaux. Donc c'est un vrai objectif de mise en visibilité de la marque, même si le terme est un peu barbare, France Service, pour identifier. Et une autre donnée qui est assez intéressante sur... on a, suite aux vagues de communication, donc on en est à la 3e vague de communication nationale, on est passé de 6 à 7 personnes sur 10, 7 Français sur 10 qui estiment connaître France Service, avoir entendu parler. Mais néanmoins, on est à 4 personnes sur 10 qui sait décrire précisément l'offre de service qu'elle peut trouver et l'accompagnement. Donc c'est vraiment, en tout cas pour le programme France Service, nous le temps du déploiement, on est à 2000 structures, on sera à 2500 structures à la fin de l'année pour faire connaître cette offre de service, et donc ça passe par de la communication, de la coordination pour déployer ça. Alors moi, pour compléter un petit peu, c'est vrai que nous, on observe dans les France Service énormément de passages, une recrudescence du niveau du nombre d'usagers, notamment effectivement par la communication nationale, mais pas que. Il y a quand même beaucoup d'autres facteurs qui font que les usagers viennent à nous. Déjà, dans un premier temps, on a déjà... le territoire. Il y a aussi le facteur aussi du Covid qui a fait que beaucoup d'usagers sont venus vers nous, notamment parce que le réseau France Service a été mobilisé à ce moment-là très tôt, et on a pris en charge beaucoup de nouveaux usagers. Après, effectivement, à l'échelle des France Service, il y a beaucoup de façons de pouvoir toucher de nouveaux publics.
Donc c'est par exemple effectivement multiplier les toucher de nouveaux partenariats avec des acteurs locaux qui vont permettre en fait de nous amener de nouveaux publics. De la même manière aussi, ça peut être aussi participer à des événements locaux aussi. C'est intéressant là, par exemple. Hier, nous, on a participé, pour un de nos France Services a participé à une place pour l'emploi. Alors ça peut être sur tous les sujets, effectivement, du bouquet, France Services. C'est vrai que la santé, je sais qu'on a pas mal de France Services qui interviennent aussi sur un certain nombre d'événements santé. Et donc, effectivement, il y a de la communication à l'échelle aussi des réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, j'encourage souvent les France Services à utiliser les réseaux sociaux, notamment pour se faire connaître l'offre de services. Utiliser aussi les groupes sur Facebook, ça marche bien, les groupes locaux. Ça permet de faire connaître. Souvent, beaucoup d'usagers, de nouveaux usagers ne connaissaient pas l'offre France Services. Et effectivement, on se rend compte que le fait d'aller chercher les publics là où on nous attend pas, c'est toujours pareil, c'est d'essayer d'aller chercher les publics vraiment à des endroits qui sont pas forcément, qui sont loin des lieux administratifs. C'est payant, ça permet donc effectivement, c'est de porter la parole effectivement du France Service sur plein de niveaux différents. Ça peut être effectivement créer des événements aussi. Ça peut être des événements ludiques qui vont permettre effectivement si par exemple on fait venir sur un France Service des jeunes, ça va peut-être permettre de faire aux parents de découvrir le lieu. Donc il y a plein de leviers en fait qui permettent en fait de faire venir le public. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à jouer là-dessus. Après c'est vrai que c'est de l'initiative vraiment locale des France Services. C'est au France Service de développer ça, et c'est pas toujours facile parce que il y a déjà énormément d'usagers au quotidien. On voit surtout une grosse fréquentation. Nous, au niveau du département Var, on a une très très grosse fréquentation des France Services. C'est assez colossal. Donc c'est vrai que des fois c'est pas facile, mais ça paye. Moi je vois que ça marche très bien dans le département du Var. Et il y a beaucoup de France Services qui usent et utilisent ces leviers-là. Voilà. Merci. Et juste pour compléter, on a parlé brièvement tout à l'heure, mais dans la logique d'aller vers, il y a une centaine de France Services qui sont itinérantes, qui sont des bus, des voitures, et qui donc se déplacent dans les zones rurales, où par exemple... Hier, j'étais à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, il y a un bus qui va se déplacer entre plusieurs quartiers. Alors, les bus doivent aussi communiquer, mais ça, c'est aussi une façon d'aller chercher du public qui ne serait pas forcément venu en France Service ou dans des lieux de médiation. Oui, bonjour. Pascal Stassini, je suis enseignant-chercheur à l'université en santé numérique. Je vous écoute avec grand intérêt. En fait, on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt sur la formation des professionnels de santé à la santé numérique, sur Nice et avec Rouen. Mais ma question s'adressait plus à quelque chose que vous avez évoqué, Madame Bonfils, sur la présence, entre guillemets, de la formation à la santé et au numérique, parce qu'il y a quand même deux mondes qui, non pas s'entrechoquent, mais essayent de s'entremêler. Il y a 20 ans, il y a eu l'épopée des campus numériques pour essayer d'avoir moins de fractures dans la diffusion de la connaissance. On avait été aussi lauréat à Nice là-dessus pour fabriquer des outils de balado-diffusion, etc., de cours en direct. Voilà. Donc ici, à cette maison de l'intelligence artificielle, il y a des enfants qui viennent, il y a le programme Arc-en-Ciel. Et la question que je me pose en tant que professionnel, enseignant, mais surtout professionnel de santé publique, c'est d'apporter l'usage et la thématique chez les jeunes
nos étudiants, après 18 ans ou avant 18 ans, s'alimentent mal, ne travaillent pas dans des bonnes conditions. En fac de médecine, en deuxième année, après, entre guillemets, le concours, on leur parle de règles d'hygiène. Je les suis jusqu'à l'internat, puisque je fais cours sur l'analyse critique d'articles. Donc je les vois blanchir au fil des années. Ce que je veux dire, c'est que derrière, peut-être, on a la possibilité, avec cet effort qui est fait sur le numérique, finalement, personne ne se pose la question de savoir si les enfants, le soir, ils vont regarder un tuto sur les cours de maths. Et ça se fait. Et les enfants progressent aussi avec ce type de support. L'idée, c'était peut-être de, entre guillemets, combiner une approche de la santé préventive au sens des 5 P. La santé, là, vous avez parlé d'IA sur le prédictif, mais le préventif, entre guillemets, effectivement, on l'a sur Gulli. Et puis une fois qu'on quitte Gulli, on n'a plus les messages traditionnels de cette, entre guillemets, approche de masse. Et l'idée qui m'est venue en répondant aussi à cet appel à manifestation d'intérêt, c'était de voir si, quelque part, avec le rectorat, avec l'ARS, avec la caisse d'assurance maladie, on ne peut pas essayer d'impulser de nouvelles approches de médecine préventive, de santé préventive. Vous allez parler d'activité physique. Bien sûr, on fait du sport à l'école, bien sûr ci, bien sûr ça, mais on n'est pas sur la juxtaposition. Les enfants sont aussi des aidants familiaux. Tiens, je vais te le faire, tiens, je vais te montrer. Après tout, en termes de bonnes pratiques, on peut avoir le relais des enfants, si tant est qu'on puisse organiser quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, sur peut-être une évolution des programmes. Quand on voit arriver des étudiants en médecine, ils en ont encore pour 15 ans derrière, ils sont déjà épuisés. Concours ou pas concours, en fait. Derrière, c'est un rythme important, mais il n'y a pas que les études médicales, il y a les autres études. Il y a de plus en plus aussi d'étudiants qui veulent aller vers des carrières longues alors qu'ils ont choisi des carrières courtes. Bon, peu importe. Mais pour revenir à cette logique d'avant les 18 ans ou juste après, est-ce qu'on n'a pas moyen, en fait, de, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, se coordonner, en tout cas trouver un intérêt. Et je ne sais pas, peut-être que là je m'adresse au directeur de la maison de l'IA qui est derrière, Paul Zegros, mais de dire, voilà, on forme les enfants avec ce programme-là à l'intelligence artificielle, à la compréhension d'eux. Est-ce que dans le cadre de la santé numérique, on ne peut pas aussi amener le prof de sciences nat, le prof de physique ou de maths, en fait, aborder de façon beaucoup plus globale les choses. Voilà, c'est une question qui est ouverte à tout le monde, mais c'est quelque chose, à mon sens, d'important parce que derrière les 13 millions qui n'ont pas accès, il y en a qui n'ont pas le dictionnaire. Il y en a certains qui ont le dictionnaire, mais qui ne savent pas l'utiliser. Donc je pense que la fracture numérique, elle concerne peut-être la frange intermédiaire, j'oserais dire peut-être 25 millions de personnes qui se disent savoir utiliser et qui ne savent pas utiliser. D'accord ? La téléconsultation de début de Covid, il y avait des patients qui regardaient le médecin et qui disaient « Ça ne vous dérange pas, docteur, si je mange en même temps ?» D'accord ? Et le médecin, là-dessus, le faisait... Ah oui, ça aussi, c'est la réalité. Et puis, la fin, c'est que, d'une façon générale, je ne sais pas non plus si on a appris de cette période-là. Vous parliez de transmission d'ordonnances. Bon, bien sûr, les militaires le font, entre guillemets. Voilà, c'est tout. Quand on est au fond de l'eau, il va bien falloir prendre des décisions. Donc, on a tous ces algorithmes-là qui existent. Mais on a des mauvais usages médicamenteux avec les OTC. Et donc on pourrait amener ce type, entre guillemets, de participation, vous avez parlé d'empowerment, d'encapacitement du patient. Je pense que ça se prend sur les bancs de l'école, en fait. Voilà, c'est... Monsieur a 50 ans, j'en ai 60, il me reste plus que 7 ans à exercer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on amène ces bonnes pratiques, quelque part, chez nos enfants, ceux qu'on forme. On voit bien que, quel que soit le milieu familial, les enfants à l'école découvrent la connaissance, ont envie de la partager. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, on pense à des infirmières de pratique avancée en télémédecine, parce que finalement, vous l'avez tous évoqué.
On les a plutôt déterminés sur des pathologies. En fait, on s'aperçoit que c'est pas tant la pathologie, parce que là, on remet des choses en silo, alors qu'on veut travailler de façon transversale. Le diabétique qui va se compliquer d'un infarctus, ben voilà, c'est typiquement ça, et il faut qu'on travaille avant. Voilà, c'était une remarque, une question. C'est le fait que la fracture de la santé existe. Hein. Nous avons le territoire maralpin où on essaie de travailler sur les maisons pluriprofessionnelles, etc. Mais c'est pas simple. Il y a des mairies en France qui se tirent la bourre pour avoir le médecin. Et donc on voit qu'il y a des enjeux de fractures de santé et des fractures numériques. Voilà, donc là... Oui. Non, juste pour vous répondre, je suis d'accord sur la partie sur l'école. En fait, tout se joue à l'école, et même sur le numérique, on a besoin, on a des urgences, donc il faut des médiateurs, il faut répondre tout de suite à des besoins, mais la réponse, elle est vraiment dans l'école, et apprendre dès le plus jeune âge à utiliser les outils, à les comprendre, pour que derrière, ils puissent s'en saisir. Et comme vous le dites, les enfants, ils grandissent, ça devient aussi des aidants. Et donc sur la partie santé, je ne sais pas ce qui est fait exactement à l'école, mais les premiers gestes, en effet, il y a sûrement des choses à faire sur la partie santé aussi. Alors c'est un tout petit exemple presque anecdotique. Il y a 3 ans de ça, un lieu de médiation numérique intervenait une fois par mois dans un lycée pour... L'objet au départ, c'était la question des fake news, la question comment on construit une fausse nouvelle, etc. Et le sujet de travail, c'était Doctissimo. Et donc l'idée, ça a été de taper dans Doctissimo, essayer de se dire comment je me crée un savoir, comment je me base pour créer un savoir médical sur la base de Doctissimo. Qu'est-ce que c'est que la confiance par rapport à Doctissimo? Qui produit ça? D'où ça vient, etc. Et quel niveau de recul je peux avoir par rapport à une communauté qui agit, qui pense être bienveillante et construire un savoir médical, et qui derrière peut créer complètement l'inverse. Voilà. Et je trouvais intéressant, voilà, qui s'approprie aussi un outil aussi répandu que Doctissimo et consorts, pour pouvoir travailler la question des fake news, et derrière se dire, voilà, moi, ma santé, je vais peut-être pas la construire en me basant sur ça, néanmoins il y a peut-être des choses que je peux aller travailler là-dessus. Donc la question de la posture du chercheur d'information chez les lycéens. Peut-être... La recherche d'information, on interroge même nos étudiants en médecine pour l'internat là-dessus. Donc en fait, ça restera de toute façon problématique. L'accès, entre guillemets, à la connaissance scientifique via PubMed, elle est donnée à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas en capacité de comprendre et d'analyser, d'un point de vue critique, la conclusion. Pour autant, derrière, il y a des sites de vulgarisation. C'est très bien, tout le monde doit vivre. Mais on voit bien, et Health on the Net a une entrée patient. Ça continue d'exister, c'est suisse, je pense que vous le connaissez. C'est Célia Boyer maintenant qui gère ça. C'est Jean-Raoul Scherer qui l'avait créé à cette époque-là. C'est en face des hôpitaux de Genève. Pour autant, on voit que ça ne percole pas aussi bien qu'on le souhaiterait. L'équipe avec laquelle on a soumis sur la formation numérique, c'est Rouen, avec Stéphane Darmoni. Ça a été un des premiers en France à essayer d'élaborer les critères avec Centrale Santé là-dessus. On voit bien que soit on est trop important, soit on n'a que certains critères. L'avantage en fait de tout cela, c'est au travers de cas d'usage. Et quand vous vous posiez la question de savoir comment ça se passe en santé, mais il n'y a pas d'apprentissage santé à l'école. On a des problèmes sur la vaccination anti-HPV, on a des aspects concernant la nutrition, on a tous ces éléments-là. Nous, en tant que médecins, quand nous on forme à ce type de pathologie, derrière, on serait bien content d'avoir, entre guillemets, déjà des comportements, entre guillemets, des comportements sains. C'est important, ça. Voilà, c'est tout. Et oui, mais
un moment donné, c'est bien le côté santé publique qui est important. Hein. N'oublions pas, la santé prédictive, c'est qu'un des éléments du numérique. Après, il y a les aidants, la continuité des soins, la continuité de l'information, l'interop, tout ce que vous... C'est clair, mais peut-être que sur ça, il faut le prendre. En tout cas, c'était juste pour rebondir par rapport... Ah, il est parti, Paul. Par rapport à ici, ce programme arc-en-ciel. Peut-être. Oui. J'ai juste Antonin qui voulait glisser. Justement, oui. Justement, j'ai retenu Thierry Lespinasse parce que je voulais citer un exemple que tu m'avais présenté hier sur un peu cet aspect global de l'éducation et donc de l'éducation en santé avec l'exemple des tennis robots. Donc l'idée de faire... Alors c'est un peu plus large que l'éducation du numérique en santé, mais au sein de ta structure où on est obligatoirement pour avoir accès à des cours de robotique et donc de création de robots, donc des outils numériques, il faut faire le tennis le matin, donc l'aspect santé, et on ne peut pas faire les deux. Vous parliez des étudiants en médecine qui arrivent fatigués ne serait-ce qu'en deuxième année. L'idée c'est la globalité de la santé sur les questions... sur ces questions. Oui, effectivement. Donc nous, on est une structure France Service. On est la structure France Service du canton de Valbonne. On va jusqu'à Sipierre. Et effectivement, également, on est un EPEN, un espace public numérique, et on fait de la robotique. On est d'ailleurs dans le projet Terra Numérica qui est en train d'être développé avec la MIA également. Depuis 4 ans, en fait, on fait de la robotique avec des M-Bots, et les premiers stages qui étaient vraiment intéressants avec des jeunes, on s'apercevait quand même qu'il y avait beaucoup d'écrans. C'est-à-dire que le matin, on fait les robots. Entre midi et deux, on est sur le téléphone portable, on est sur la tablette que SLV en plus met à disposition, sur les ordinateurs. Puis l'après-midi, on retourne sur les robots, on code, machin. Finalement, au bout d'une semaine, les jeunes, 10-15 ans, ils sont infernaux, quoi. Parce que finalement, on est sorti un peu quand même pour manger un sandwich. Voilà. Bon. Et donc, on a vu avec le CMTFSA, le tennis club de Valbonne-Sophie Antipolis, et lui, ça l'a vraiment intéressé parce que justement, c'est un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que des gamins qui ont envie simplement de s'amuser, de comprendre un peu, vraiment de s'initier au tennis, ils n'ont peut-être pas spécialement envie de faire du tennis toute la journée. Et donc, effectivement, on a des gens qui tentent de nous dire oui, mais finalement, le tennis, il peut pas. Alors, moi, c'est pas dur. C'est soit on fait tennis. Enfin, là, je suis un peu dictateur là-dessus. C'est soit on fait tennis robot, soit on fait rien du tout, parce que ça nous permet aussi, effectivement, de faire d'une certaine manière un peu de santé, en tout cas du sport et la fameuse tête et jambes entre le matin et l'après-midi. Voilà. Et quand il pleut, ils font des crêpes. C'est pas terrible, mais bon, on n'a pas le choix. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous. Je dois partir malheureusement. Je vous dis à très bientôt. Et peut-être pour compléter sur cette question de formation, on est dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique et c'est vrai que c'est un des 5 axes sur la formation, avec beaucoup d'actions sur notamment la formation des professionnels de santé en numérique. Je crois qu'il y avait une dernière question dans la salle. Oui, Olivier Babinet de la RSPACA. Merci beaucoup pour cet échange. Donc, je découvre que France Service, les médiataires montent en puissance et c'est une très bonne chose. Mais là où la fracture est la plus forte, c'est quand même dans les territoires dits prioritaires. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'offre en présentiel est bien entendu beaucoup plus difficile. Et là, on se tourne. Une des solutions, c'est le numérique à santé. Vous n'avez pas évoqué le rôle des collectivités. Or, les collectivités, en particulier pendant la crise sanitaire, se sont aperçues qu'elles pouvaient avoir un rôle en fait, dans la santé, même si ça ne fait pas partie de leur mission initiale. Que ce soit au niveau des communes, au niveau du département, voire au niveau régional. Est-ce que vous avez, vos différentes structures, et en particulier France Service, une collaboration quelconque avec les collectivités qui, en particulier au niveau départemental, ont des moyens considérables, en particulier en termes d'investissement, voire en termes de fonctionnement, et qui se sont lancés, en fait, d'une certaine façon, dans un créneau relativement similaire au vôtre. Tout à fait. Alors, peut-être sur France Service, ce n'est pas un partenariat. France Service, ce sont les collectivités. Ce sont vraiment plus de 60% du réseau est porté par des collectivités territoriales, donc communes, intercommunalités ou départements, et donc qui ont déjà, et notamment je pense aux départements sur les questions de santé, questions de handicap, sont très impliqués dans ces sujets. Donc il y a vraiment un partenariat qui est lié, et forcément entre les France Service qui ne sont pas portés
par des collectivités, des liens se font sur ces sujets. Donc je pense que là-dessus, en tout cas, c'est vraiment c'est constitutif de l'ADN des France Services, c'est de se baser sur ce réseau local et principalement des collectivités sur la question de santé. Lorsqu'il y a eu les différentes campagnes de vaccination et qu'il fallait passer par un outil bien spécifique pour prendre rendez-vous, vérifier les disponibilités, etc., les collectivités, les communes pour l'essentiel, qui organisaient des centres de vaccination, se sont adressées au lieu de médiation numérique en disant voilà, on se constate qu'il y a toute une frange de la population qui ne prend pas rendez-vous. Et on pense que c'est dû à une problématique d'accès, d'usage numérique. Et effectivement, on l'a constaté. Donc du coup, ils nous orientaient des personnes, notamment via les CCAS par exemple, via les bureaux municipaux de proximité, via les mairies annexes, etc., via parfois les mairies-bus. Enfin voilà, ils nous orientaient du monde pour qu'on fasse ce travail pour le coup vraiment de médiation sur l'outil. Comment prendre rendez-vous, vérifier la disponibilité, utiliser pour l'essentiel les 2 grands outils qui permettaient d'identifier des créneaux de rendez-vous possibles, etc. Et on a aussi, alors il y a des France Services qui sont portés effectivement par des collectivités territoriales, et vous avez aussi des collectivités territoriales, des communes, des intercos qui portent des espaces de public numérique, qui vont même au-delà des questions seulement de France Service. Donc qui se disent la médiation numérique peut être un service public à part entière. Et je trouve ça aussi intéressant qu'ils continuent à creuser là-dedans, alors qu'en fait, en tout cas la loi NOTRe ne le précise pas, c'est la compétence de personne. Donc c'est un choix vraiment stratégique, politique, de se dire je veux porter cette question de médiation numérique. Et peut-être pour compliquer sur l'aspect des quartiers prioritaires, donc c'est les 2 territoires cibles de France Services sont les territoires ruraux, donc le rural et le très rural, et également les quartiers politiques de la ville, où, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais on sera environ à 400 France Services en QPV à la fin du déploiement. Et sur ce lien, il y a une thématique très forte sur l'aller vers, notamment dans les quartiers politiques de la ville. On a évoqué le cas des bus France Services dans les QPV qui peuvent aller vraiment au plus proche de l'usager et avec un parcours prédéfini. Et dans le cadre de la santé, ça a pu se matérialiser par des bus France Services qui ont été réquisitionnés totalement pour faire de la vaccination, pour justement être un service mobile pour la vaccination dans le cadre de la crise du Covid-19. Et pour compléter sur France Services, donc oui, la plupart des structures porteuses sont des collectivités, mais c'est aussi un des plus grands partenaires des France Services, qu'elles soient associatives, La Poste, ou qu'elles soient portées par des collectivités. Il y a beaucoup de partenaires dans les conseils départementaux sur l'énergie, le logement, toutes les assistantes sociales du département qui viennent faire des permanences en France Services. Donc il y a des ponts qui existent et les collectivités font partie à part entière du programme. Je propose une dernière question avant de clôturer cette table ronde. Comment faire pour devenir ambassadeur Mon Espace Santé ? Et du coup, donc, comme vous l'avez vu, le sujet est vaste, les acteurs multiples et variés. Nous, on développe ce réseau d'ambassadeurs qui nous permet en fait d'encapaciter les différents publics de la médiation numérique pour pouvoir diffuser au sein du territoire Mon Espace Santé. Donc, il y a une adresse mail à retenir, c'est dns-ambassadeur au pluriel @santé.gouv.fr. Je pense que j'ai harcelé l'ensemble de la médiation numérique avec cette adresse mail. Donc, on espère que certains n'en ont pas encore entendu parler et puissent nous rejoindre. En tout cas, nous, on vous fournit les outils pour vous permettre de répondre aux questions des usagers que vous avez en première ligne tous les jours, ce qui est pour nous toujours un grand sujet. On vous répond aussi en direct live parce que parfois des questions peuvent arriver en direct live le plus possible. On est évidemment en dialogue avec l'assurance maladie sur ce sujet-là pour pouvoir relayer vos retours terrain. Comme on le dit toujours, vous êtes nos antennes, nos ambassadeurs. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. On peut clore cette table ronde. Merci à tous ceux qui étaient présents ici et merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et à très vite. On a commencé à mettre les premières pierres sur les ponts entre l'inclusion numérique et la santé. Donc on vous invite à tous continuer à mettre votre pierre à l'édifice. Merci beaucoup.